Le coucher de soleil californien projetait une chaude lumière dorée sur les immenses baies vitrées du domaine Ellington, à Beverly Hills. Grace Hollander, 38 ans, PDG de Hollander Estates, poussa la lourde porte en chêne français. La charnière émit un léger cliquetis froid. Elle était rentrée tôt, 3 heures plus tôt que prévu. Sa réunion avec les investisseurs de Tokyo avait été annulée à cause d'une étrange intuition. Grace ne pouvait expliquer pourquoi, tout l'après-midi, son cœur avait battu à tout rompre et sa main tremblait légèrement lorsqu'elle tenait sa tasse de café. Dans son esprit, une voix répétait sans cesse « Rentre chez toi maintenant ». Debout dans le grand hall d'entrée, dont le sol en marbre de Carrare reflétait la lueur du lustre, Grace se rendit compte que l'atmosphère était différente aujourd'hui, trop calme. Cette maison était toujours calme, mais c'était le genre de silence tendu comme une corde de violon, comme si même les murs retenaient leur souffle. Elle se déplaçait doucement. Ses loups-boutins claquaient encore faiblement sur le marbre. Son sac Hermès Birkin glissa de son épaule sans qu'elle s'en aperçoive. Ses yeux étaient fixés sur le couloir menant au salon, où une fine bande de lumière chaude se répandait comme de l'huile. Soudain, une main froide et sèche se posa sur sa bouche derrière elle. Grace sursauta, instinctivement prête à crier, à se battre. Une voix masculine, grave, urgente, presque désespérée. « Madame, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit. » L'odeur de l'huile de machine, du bois et du savon très propre, l'odeur familière de Michael Donnelly, le responsable de la maintenance, 42 ans, les yeux bleus, toujours si calmes qu'ils semblaient vides. Grace ne voyait cet homme que brièvement lorsqu'elle signait la feuille de paie à la fin de chaque mois, mais maintenant, son visage habituellement impassible était plein de terreur. Sa main restait devant ses lèvres, lui signalant de rester absolument silencieuse. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Ses yeux bleus la suppliaient d'une manière qu'elle n'avait jamais vue chez personne. Grace repoussa sa main, prête à crier, mais ce regard l'arrêta. Ce n'était pas le regard d'un agresseur, mais celui d'un homme essayant de sauver quelqu'un. « Michael, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, « que fais-tu ici? » « Pourquoi? »« Je suis désolé, » dit-il rapidement d'une voix rauque. « Je suis désolé, madame, mais s'il t'entend, s'il sait que tu es chez toi, il déglutit péniblement, essayant de se calmer. « Tes enfants seront en danger. » Le temps s'arrêta. Mes enfants, tous les trois. Emma, 12 ans, Oliver, 9 ans, Sophie, 6 ans. Le cœur de Grace, son cœur se serra violemment dans sa poitrine. « Où sont-ils? » Elle attrapa sa chemise, désespérée. « Où sont mes enfants? Que se passe-t-il? » Michael ne répondit pas avec des mots. Il désigna le salon où la lumière chaude filtrait à travers une porte entr'ouverte et d'où émergeait un son. Pas un rire, pas une conversation normale. Des pleurs, petits et tendus, comme ceux que font les enfants quand ils essaient de toute leur force de ne pas être entendus. Les genoux de Grace s'essendaient défaillir, mais l'instinct maternel, qu'elle croyait perdu avec David 2 ans auparavant, s'est réveillé comme une bête sauvage. « Tu dois voir ça, » a dit Michael, la voix brisée. « Mais fais-moi confiance. Ne lui dis pas que tu es là. Pas encore, pas maintenant. » Louis Patrick Ellis, son deuxième mari, l'homme que Grace avait épousé 1 an après la haie, le sourire chaleureux, la voix rassurante, la promesse qu'il l'aiderait à élever les enfants, l'homme qu'elle croyait être le calme après la tempête. « Qu'avait-il fait? » murmura Grace, la voix tremblante comme une feuille. Michael croisa son regard. Dans ses yeux bleus se reflétait le chagrin creux de quelqu'un qui en avait trop vu et ne pouvait plus rester silencieux. « Ce qu'il fait toujours, » dit-il, « chaque fois que tu n'es pas à la maison. » Le monde de Grace bascula, mais elle ne s'évanouit pas. Elle ne put crier. Crier. La mère en elle la poussait à regarder, à voir la vérité, aussi cruelle soit-elle. Michael la conduisit jusqu'à la porte. Ses mains se posèrent doucement sur ses épaules, non pas pour la retenir, mais pour la soutenir, car il savait que ce qu'elle allait voir pourrait la briser. « Regarde, » murmura-t-il, « et souviens-toi que tes enfants ont besoin de toi. Reste forte. » Grace se pencha vers la fente et son monde s'écroula dans le salon avec son plafond de 6 mètres de haut, le lustre baccarat scintillant, les peintures de Monet accrochées au mur, un espace que Architectural Digest avait autrefois qualifié de paradis de l'art. 3 enfants étaient agenouillés sur le sol en pierre froide. Emma, 12 ans, aux longs cheveux bruns, en uniforme parfaitement repassé, tremblait de manière incontrôlable, ses genoux appuyés si fort contre le marbre que sa peau était rougie.
Ses mains étaient jointes comme pour prier, mais elle ne priait pas Dieu, elle priait pour obtenir la miséricorde de l'homme qui se tenait devant eux. Oliver, 9 ans, se mordait la lèvre jusqu'au sang, des larmes coulaient sur ses joues qu'il osait essuyer. Sa tête était baissée, son petit corps tremblait. Sophie, 6 ans, serrait contre elle son vieil ours en peluche, dernier cadeau de son père biologique avant sa mort. Des larmes coulaient sur ses joues, sa bouche tremblait comme si elle voulait crier, mais elle se retenait, tout son corps recroquevillé comme un petit animal acculé. En face d'eux se tenait Patrick Ellis, vêtu d'un costume Hermenegildo Zegna, un verre de whisky Macallan, 25 ans d'âge à la main. Le beau visage que Grace était déformé par la rage. Ses yeux étaient désormais d'acier, et sa voix, qu'elle trouvait autrefois chaleureuse, était tranchante comme une lame. Qu'est-ce que je t'ai dit? Demanda Patrick d'un ton calme. Qu'est-ce que j'ai dit à propos de laisser cette pièce en désordre? Emma sanglota. Je suis désolé, je vais nettoyer tout de suite. Désolé. Patrick s'avança et se pencha vers elle. Emma recula. Désolé pourquoi? Ta mère travaille jour et nuit, elle paye cette maison, les vêtements que tu portes, la nourriture que tu manges, et toi, comment la remercies-tu? Oliver s'étrangla. Nous, désolé, tais-toi, s'écria Patrick en se tournant vers Oliver. Le garçon tressaillit. Je ne t'ai pas donné la permission de parler, tu comprends? Oliver acquiesça frénétiquement, les larmes coulant sans qu'il puisse les retenir. Patrick se retourna vers Emma. Ta mère a de la chance de m'avoir, comprends-tu? Sans moi, elle perdrait la tête à s'occuper de 3 enfants inutiles comme vous. Votre vrai père est mort, personne ne veut de vous, personne à part votre mère et moi, et si vous n'apprenez pas à obéir, il but une gorgée de whisky, laissant flotter sa phrase comme du poison, vous apprendrez ce que signifient les conséquences. Sophie éclata en sanglots. Papa me manque. Patrick lança un regard froid à la plus jeune. Votre père est parti. Il a laissé votre mère avec ce fardeau et vous pleurez encore. Il posa violemment son verre sur la table. Le bruit sec fit sursauter les 3 enfants. Vous êtes un fardeau, vous m'entendez, un fardeau. Derrière la porte, Grace devint engourdie, non pas à cause du choc, mais parce qu'elle réalisait que ce n'est pas la première fois. La peur dans les yeux de ses enfants était celle de ceux qui avaient vécu assez longtemps dans la terreur pour la reconnaître. La façon dont il s'agenouillait était le geste habituel de quelqu'un qui avait déjà été contraint de le faire auparavant. Depuis combien de temps endurait-il cela? Elle se tourna vers Michael, les larmes coulant silencieusement. Depuis combien de temps? Sa voix se brisa. Michael baissa les yeux. Depuis le 2e mois où il avait emménagé, presque 1 an, ses enfants vivaient en enfer depuis près d'1 an et elle, une mère, ne savait pas. Grace. Elle voulait crier, faire irruption et mettre Patrick en pièces. Michael la retint. Pas encore, murmura-t-il. Tu as besoin de preuves. Tu as besoin d'un plan. S'il apprend que tu es au courant et que tu n'as aucune preuve, il manipulera la situation. Il inversera les rôles et te fera passer pour instable. Grace le fixa, les yeux injectés de sang. As-tu des preuves? Michael acquiesça. Oh, j'ai tout enregistré cette semaine. Je savais que tu en aurais besoin. Une lueur d'espoir minuscule, mais suffisante pour la maintenir debout. Montre-moi, dit-elle. Pas encore, répondit Michael. Tu dois d'abord tout voir, tout comprendre, puis nous agirons. Grace voulut protester, mais l'expression de Michael, le regard d'un homme qui avait calculé chaque étape, qui connaissait Patrick mieux qu'elle, la fit acquiescer. D'accord, souffla-t-elle, mais je jure devant Dieu que s'il touche encore à mes enfants. Non, dit Michael fermement. Je ne laisserai plus cela arriver, je te le promets. La façon dont il le dit, avec tant de férocité et de certitude, fit comprendre à Grace qu'il ne protégeait pas seulement les enfants, il gardait quelque chose de plus profond, un souvenir, une blessure intime. Mais ce n'est le moment de poser des questions, c'était le moment d'observer, d'écouter et de se préparer à l'affrontement final. Avant de poursuivre cette histoire, prenez quelques secondes pour vous abonner, aimer et cliquer sur la cloche de notification afin que nous puissions vous proposer d'autres histoires aussi intéressantes que celle-ci. Maintenant, revenons en arrière. Comment Grace Hollander et Michael Donnelly, Zalman Obahani, 2 hommes brisés issus de 2 mondes opposés, se sont-ils rencontrés
Et comment un homme comme Patrick Ellis s'est-il immiscé dans leur vie 3 ans plus tôt? Grace Hollander n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Elle était encore PDG de Hollander Estates, le premier conglomérat immobilier de Californie que lui avait légué son défunt père. Elle vivait toujours dans le domaine Ellington, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, portait toujours du Chanel et du Dior et figurait toujours en couverture du magazine Forbes. Mais elle avait quelque chose de plus important. Elle avait David. David Hollander, 40 ans, était un architecte de talent qui avait conçu la maison dans laquelle il vivait, un homme au sourire chaleureux, aux mains habiles et au cœur généreux. Chaque matin, lorsqu'elle se réveillait, Grace se sentait chanceuse de la voir. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Elle étudiait le commerce, lui l'architecture. Ce fut le coup de foudre à la bibliothèque de l'UCLA. Ils se marièrent après 3 ans de relation et fondèrent une famille dans une maison que David avait passé 2 ans à concevoir, chaque recoin étant rempli d'amour. Emma naquit lorsque Grace avait 26 ans. 3 ans plus tard, Oliver vint au monde, puis 3 autres enfants, et enfin Sophie. La vie était parfaite, non pas à cause de l'argent, mais à cause de l'amour. David était un père merveilleux, emmenant Emma à ses cours de piano, jouant au ballon avec Oliver, lisant des histoires à Sophie tous les soirs. La nuit, une fois les enfants endormis, il Grace dans ses bras sur le balcon face à la mer de Malibu et riait. Tu sais, je suis homme le plus chanceux du monde. Grace le taquinait en disant c'est parce que ta femme est belle? Non, David embrassa son front. C'est parce que j'ai une famille qui s'aime. Cet automne-là, un matin d'octobre, David travaillait dans son bureau à domicile, concevant un musée d'art à San Francisco, le plus grand projet de sa carrière. À midi, Grace l'appela pour qu'il descende manger. Pas de réponse. Elle monta à l'étage et ouvrit la porte. David était allongé sur le sol, les yeux fermés, sans respiration. Une hémorragie cérébrale. Aucun signe avant-coureur. Les médecins dirent que c'était dû à malformation vasculaire congénitale. Il n'y avait aucun moyen de l'empêcher. Vivant 1 minute, mort la suivante. Grace n'a pas pleuré à l'hôpital, ni à l'enterrement, ni lorsque les gens lui ont présenté leurs condoléances. Elle est restée là, debout, tenant la main de ses enfants, regardant le cercueil descendre dans la terre et sentant une partie de son âme être enterrée avec lui. Les mois qui ont suivi ont été un enfer. Emma, 9 ans, est devenue silencieuse. Elle ne pleurait pas, pleurait, parlait peu, restait assise dans sa chambre à regarder par la fenêtre comme si elle attendait le retour de son père. Oliver, 6 ans, pleurait tous les soirs, en la chemise de son père contre lui, respirant son parfum familier, demandant « Où est-ce papa, maman? Pourquoi n'est-il pas à la maison? » Sophie, 3 ans, ne comprenait pas et demandait sans cesse « Papa est au travail. Quand viendra-t-il jouer avec moi et Grace? » Elle ne savait pas comment répondre. Elle-même se demandait comment continuer à vivre alors qu'une partie d'elle-même était morte. Elle s'est transformée en machine, debout à 5 heures, gym, douche, petit déjeuner rapide, conduite des enfants à l'école, arrivée au bureau à 8 heures, travail acharné jusqu'à 22 heures, retour à la maison, vérification que les enfants dormaient, puis elle s'asseyait seule dans la chambre principale, la moitié du lit king-size vide, buvant du vin jusqu'à s'évanouir. Elle accordait pas le temps de faire son deuil, car si elle s'arrêtait, si elle laissait ses sentiments remonter, elle s'effondrerait, et les enfants avaient besoin d'une mère forte, pas d'une épave. La vérité, c'est que Grace était une épave, mais elle le cachait sous un tailleur Armani et un sourire de convenance. Les enfants le savaient, les enfants savent toujours. Emma a arrêté de raconter ses histoires d'école parce que maman n'écoutait pas. Oliver a arrêté de poser des questions sur papa parce que maman disait seulement qu'il est au paradis et changeait de sujet. Sophie avait arrêté de faire des câlins à maman parce que maman se raidissait toujours. Ils étaient devenus 4 étrangers vivant sous le même toit. Grace le savait, mais elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle était épuisée. Personne n'est venu la sauver. Au même moment ailleurs, un homme se noyait dans son propre chagrin. Michael Donnelly, 40, ingénieur aérospatial senior chez Boeing, avait conçu les systèmes de sécurité d'une nouvelle génération d'avions. Il avait une brillante carrière, un salaire élevé, un avenir prometteur, mais surtout, il avait Catherine. Catherine Donnelly, 38 ans, enseignante à l'école primaire,
avec un sourire radieux et un cœur en or, était la femme dont Michael était tombé amoureux au premier regard dans un café de Seattle 20 ans plus tôt, et Lily Donnelly, 8 ans, aux cheveux blonds bouclés, au sourire angélique et qui rêvait de devenir pilote comme son papa. Maman, papa, chaque fois qu'ils allaient à l'aéroport pour regarder les avions, Lily s'exclamait « Un jour, je piloterai le plus gros avion du monde. » Michael la serrait dans ses bras. « Je te crois, je concevrai l'avion et tu piloteras. Marché conclu, marché conclu. » Lily rayonnait. En novembre, Catherine et Lily retournèrent à Seattle pour rendre visite à ses parents. Michael resta à Los Angeles pour le travail, prévoyant de les récupérer le week-end. Le vendredi après-midi, il se rendit à l'aéroport avec un bouquet de roses pour Catherine et un ours en peluche pour Lily. Il se tenait dans la zone des arrivées, regardant sa montre en souriant, attendant le moment où il pourrait serrer ces deux êtres chers dans ses bras. Puis l'annonce retentit dans les haut-parleurs. Le vol 447 en provenance de Seattle a eu un incident. Le cœur de Michael se serra. Il se précipita vers le comptoir d'information. Le personnel le regarda avec pitié. « Je suis désolé, monsieur. Le vol s'est écrasé à l'atterrissage. Une défaillance technique. Aucun survivant. » Catherine et Lily, ainsi que 143 autres personnes, avaient disparu en un instant. Michael se souvient à peine des jours qui suivirent. Le cœur se serra. Il se précipita vers le bureau d'information. Le personnel le regarda avec pitié. « Je suis désolé, monsieur. L'avion s'est écrasé à l'atterrissage. Une défaillance technique. Il n'y a aucun survivant. » Catherine, Lily et 133 autres personnes avaient disparu en un instant. Michael se souvient à peine des jours qui ont suivi. Il se souvient d'avoir ramené 2 cercueils, un grand et un petit. Il se souvient des funérailles. Il se souvient des mots « Toutes nos condoléances ». Tout était flou, comme un long cauchemar. Il ne pouvait pleurer ni crier. Il s'est simplement tenu devant les 2 tombes, fixant les 2 pierres tombales froides, et s'est senti vide. Vide jusqu'au plus profond de lui-même. 2 mois plus tard, Michael a quitté Boeing. Ses collègues étaient choqués. « Tu es le meilleur ingénieur. Pourquoi démissionner? » Il a simplement répondu « J'ai besoin de changement. » En vérité, il n'en pouvait plus. Il ne supportait plus de voir les avions décoller, car à chaque fois, il revoyait le vol qui avait emporté sa femme et son enfant. Il a vendu sa maison à Seattle, a déménagé à Los Angeles et a cherché le travail le plus simple possible. Maintenance, réparation, jardinage, tout ce qui ne nécessitait pas de réfléchir, rien qui ne lui demande de ressentir quoi que ce soit, car s'il ressentait quelque chose, il deviendrait fou. 9 mois après la mort de David, Grace avait besoin d'un responsable de la maintenance pour son domaine. Le précédent avait pris sa retraite. Elle a publié une offre d'emploi, a interviewé quelques candidats, mais aucun ne convenait. Puis le CV de Michael Donnelly est apparu. Un CV étrange. Ancien ingénieur aérospatial senior chez Boeing, il postulait maintenant pour un poste de maintenance à un salaire 10 fois moins élevé. L'assistante de Grace a froncé les sourcils. Trop qualifié, suspect, peut-être une arnaque. Mais Grace a décidé de le rencontrer. L'entretien a eu lieu dans le bureau de la maison. Grace était assise derrière un bureau en noyer, en tailleur noir, les cheveux tirés en chignon, le visage impassible. Michael est entré. Un pantalon simple, les épaules larges, mais plus minces qu'avant, chemise blanche simple, pantalon kaki, chaussures usées, un visage autrefois beau, désormais émacié, des yeux bleus vides. Grace a feuilleté le dossier. « Vous étiez ingénieur aérospatial senior, oui. Pourquoi avez-vous démissionné? » Michael a marqué une pause. « J'avais besoin de changement. » Un changement ou une fuite. La question était tranchante comme une lame. Michael leva les yeux pour la première fois. Leurs regards se croisèrent et ils reconnurent tous deux quelque chose de douloureusement familier chez l'autre. Une douleur si profonde qu'elle défiait les mots. « Peut-être tous les deux, » dit Michael avec sincérité. Normalement, Grace aurait refusé sur le champ, mais il y avait quelque chose dans sa voix. Une sincérité, un chagrin tranquille qui lui donnait le sentiment d'être comprise. « Vous pouvez commencer lundi, » dit-elle. Michael acquiesça. « Merci, madame. » Il se leva pour partir. Grace l'appela. Michael, il se retourna. « Quelqu'un vous a fait du mal, dit-elle doucement. « Je ne sais pas qui. »
Pas demander qui, mais je connais ce sentiment de vouloir courir faire quelque chose de simple, juste pour ne pas avoir à réfléchir. Michael fut surpris. Grace continua. Cette maison a besoin d'attention, mais surtout, j'ai besoin de quelqu'un qui ne pose pas de questions, ne juge pas, travaille et me laisse tranquille. Pouvez-vous faire cela? Je peux, répondit Michael. Bien. À partir de ce jour, Michael Donnelly fit partie du domaine Ellington. Pendant les 6 premiers mois, ils se parlèrent à peine. Michael arrivait à 7 heures, réparait ce qui devait l'être, s'occupait du jardin, vérifiait les installations et partait à 18 heures. Silencieux, efficace et ne dérangeant personne, Michael était payé à temps, ne se plaignait pas et ne posait pas de questions personnelles. Deux étrangers partageant un espace sans vraiment entrer dans le monde de l'autre, jusqu'au jour où, un après-midi de fin d'automne, Grace rentra tôt à la maison avec un mal de tête. En montant les escaliers, elle entendit des pleurs dans le jardin. Sophie, alors âgée de 4 ans, était assise sous le chêne, serrant son ours en peluche dans ses bras et sanglotant. Grace aurait dû aller réconforter sa fille, mais ses jambes semblaient clouées au sol. Elle ne savait pas quoi dire, ni comment la réconforter, car elle-même était en morceaux. Michael apparut. Il était en train de tailler les arbres. Entendant les pleurs, il posa son sécateur et s'approcha. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie? » Sa voix était douce et chaleureuse, loin de son habituelle froideur. Sophie leva les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Monsieur, mon papa me manque. » Michael s'assit à côté d'elle. Il ne parla pas tout de suite, il resta simplement là. Sophie sanglotait. « Je ne comprends pas pourquoi il ne revient pas. Tous mes amis ont un papa, pas moi. Je veux qu'il revienne. » Michael ferma les yeux, la douleur se lisant sur son visage, puis dit doucement, « J'ai aussi perdu ma fille. » Sophie se figea, le regardant fixement. « Comprends pas pourquoi il ne revient pas. Tous mes amis ont un papa, pas moi. Je veux qu'il revienne. » Michael ferma les yeux, la douleur se lisait sur son visage, puis il dit doucement, « J'ai perdu ma fille aussi. » Sophie se figea en le regardant. Vraiment, elle s'appelait Lily, elle avait 8 ans, elle était intelligente et joyeuse comme toi. Où est-elle maintenant? Dans le ciel. Sa voix tremblait. Avec sa maman, elles sont mortes dans un accident. Sophie resta silencieuse puis demanda, « Tu es triste? » « Oui, tous les jours, je triste aussi. » Michael ouvrit les bras. Sophie se blottit contre lui et s'accrocha à lui. Deux personnes, un homme de 41 ans et une fillette de 4 ans, assis sous un chêne, partageaient leur chagrin. Depuis la fenêtre, Grace regardait les larmes couler comme un barrage. Pour la première fois depuis 2 ans, elle pleurait, non pas parce que David lui manquait, mais parce qu'elle réalisait que son enfant avait besoin de quelqu'un pour l'écouter et que cette personne n'est elle, mais un étranger, un homme d'entretien, une personne qui souffrait comme elle, mais qui pouvait encore offrir la douceur qu'elle n'avait plus. Ce soir-là, alors que Michael s'en allait, Grace l'appela. « Michael, je veux te remercier pour avoir été là pour Sophie quand je ne pouvais pas. » Il est resté silencieux, puis a dit, « J'ai seulement fait ce que j'aurais souhaité que quelqu'un fasse pour Lily. » Grace a eu la gorge serrée. « Je suis vraiment désolé pour votre fille et je suis vraiment désolé pour votre mari. » Ils sont tous les deux restés silencieux, puis Grace a dit, « Peut-être que nous sommes plus semblables que je ne le pensais. » « Peut-être, » répondit-il. À partir de ce moment-là, leur relation changea. Michael s'occupait toujours de l'entretien, mais il devint aussi un ami, une oreille attentive, quelqu'un qui comprenait. Il jouait au ballon avec Oliver, apprenait à Emma à réparer son vélo, faisait la lecture à Sophie. Les enfants l'adoraient et l'appelaient Oncle Michael, avec des sourires sincères, ceux qui avaient disparu le jour où David était parti. Grace commença à lui parler, pas beaucoup, juste quelques mots sur le travail, le temps, les enfants. Parfois, lors d'après-midi calmes, ils s'asseyaient dans le jardin, buvaient du café et ne disaient rien, car ils n'avaient pas besoin de mots, ils se comprenaient en silence. C'était un lien étrange, pas tout à fait de l'amitié, pas encore de l'amour, un fil entre deux âmes brisées qui trouvaient du réconfort dans une douleur partagée. Grace ne l'avait pas encore remarqué, car Patrick Ellis était arrivé et tout avait changé. 1 an après la mort de David, Grace avait accepté de participer à un événement caritatif à Santa Monica. Elle ne voulait pas y aller, mais l'entreprise avait besoin de son image. Elle portait une robe Valentino noire, un maquillage léger
et le sourire mondain qui était devenu une habitude. Au bar, un homme s'approcha. Patrick Ellis, 45 ans, 1,80 m, cheveux poivre et sel distingué, costume élégant, montre Patek Philippe, sourire confiant, juste ce qu'il fallait. Grace Hollander, n'est-ce pas? Oui, puis-je vous aider? Patrick Ellis lui tendit la main. J'investis dans l'immobilier. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Grace la serra poliment. Merci. Patrick ne partit pas. Je, je suis vraiment désolé pour votre perte, votre mari David. J'ai lu des articles sur lui. C'était un architecte talentueux. Grace marqua une pause. Les gens évitaient généralement ce sujet. Merci, non, je suis sincère. Patrick adoucit le ton. J'ai perdu quelqu'un, mon ex-femme, d'un cancer il y a 5 ans. Grace fut surprise. Je suis vraiment désolé pour c'est pourquoi je comprends, dit-il. Le sentiment que le monde continue de tourner alors que vous restez immobile. Exactement ce que Grace ressentait. Ils discutèrent. Patrick était agréable, plein d'humour, pas arrogant. Il parla de son travail, de ses voyages, des leçons apprises du deuil. Le plus difficile, dit-il, c'est la solitude. Non pas parce qu'il n'y a personne autour de vous, mais parce que personne ne comprend vraiment. Grace acquiesça. C'est vrai. Patrick la regarda dans les yeux. Mais je pense que vous comprenez, n'est-ce que pas? Peut-être. Ils ont échangé leurs numéros ce jour-là. Patrick lui a envoyé des SMS pendant les premières semaines, juste pour prendre de ses nouvelles, sans rien partager de trop intime. Puis Patrick l'a invitée à dîner. Elle a hésité, mais a accepté. Un bon restaurant à Beverly Hills. Patrick était courtois, lui a tiré sa chaise, a commandé ce qui lui convenait, a maintenu une conversation de bon goût. Avez-vous pensé à sortir avec quelqu'un? Lui a-t-il demandé gentiment. Grace a secoué la tête. Pas encore, je ne suis pas prête, je comprends, et acquiescé Patrick. Mais ouvrir son cœur, ce n'est pas trahir celui que l'on a perdu, c'est continuer à vivre. Ne mourrez pas avec eux. Ces mots ont touché Grace au plus profond d'elle-même. Elle savait qu'elle mourrait peut-être un peu chaque jour. Patrick avait peut-être raison, elle devrait peut-être essayer. Ils ont commencé à se fréquenter. Patrick semblait être l'homme parfait. Ponctuel, attentionné, il apportait des fleurs, se souvenait des petits détails et surtout, il semblait s'intéresser aux enfants. La première fois qu'il a rencontré Emma, Oliver et Sophie, Patrick a apporté des cadeaux. Une poupée pour Sophie, un ballon de football pour Oliver et un nouveau casque audio pour Emma. Oncle Patrick, Sophie a gloussé, tu es si gentil. Patrick s'est agenouillé à sa hauteur. Je veux être ami avec Sophie, est-ce que je peux? Oui, a répondu Grace, le cœur réchauffé. Peut-être était-ce le cadeau après la tempête. Un homme bon, un deuxième père pour ses enfants. 6 mois plus tard, Patrick a fait sa demande. Rien de spectaculaire, juste un dîner au domaine Ellington. Il s'est agenouillé et a sorti une bague en diamant. Grace, je sais que je peux être ami avec Sophie, est-ce que je peux? Oui, a répondu Grace, le cœur réchauffé. Peut-être était-ce le cadeau après la tempête. Un homme bon était touché. Peut-être était-ce le cadeau après la tempête, un homme bon, un deuxième père pour ses enfants. 6 mois plus tard, Patrick fit sa demande. Rien d'extravagant, juste un dîner au domaine Ellington. Il s'agenouilla et ouvrit un écrin contenant une bague en diamant. Grace, je sais que je ne peux pas remplacer David, mais je veux être à tes côtés pour t'aimer, toi et les enfants. Me donneras-tu cette chance? Grace regarda la bague, Patrick, puis les 3 enfants debout dans l'escalier, les yeux brillants. Elle n'aimait pas Patrick, pas encore, mais elle croyait pouvoir apprendre à l'aimer. Plus important encore, elle pensait que les enfants avaient besoin d'un père. D'accord, murmura-t-elle. J'accepte. Les enfants applaudirent. Patrick lui baisa la main. Tout semblait parfait. Dans le jardin, Michael observait la scène à travers la fenêtre, le cœur serré, non pas parce qu'il aimait Grace, il n'osait plus aimer personne depuis la perte de Catherine, mais parce que son instinct d'ingénieur, qui analysait autrefois tout avec précision, lui disait que quelque chose n'allait pas chez Patrick Ellis. Était pas normal, son sourire était trop parfait, ses mots trop lisses, la façon dont il regardait les enfants n'était pas avec amour, mais comme une équation. Michael ne dit rien, il n'était qu'un employé, pas un membre de la famille, et n'avait pas le droit de s'immiscer. Il espérait seulement se tromper, mais sonne.
Le mariage eut lieu au printemps, en toute simplicité, en présence de la famille et des amis proches. Grace portait une robe blanche Vera Wang, moins extravagante que celle qu'elle avait portée pour son mariage avec David, mais tout aussi élégante. Patrick portait un costume gris et arborait un sourire radieux. Emma était la demoiselle d'honneur, Sophie jetait des fleurs et Oliver tenait les alliances. Lorsque le pasteur dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Patrick embrassa Grace et tout le monde applaudit. Au fond du jardin, Michael resta immobile. Il n'applaudit pas. Il se contenta de regarder et le malaise en lui grandissait à chaque minute qui passait. Les premières semaines, Patrick se comportait comme le mari parfait. Il emménagea dans le manoir, réaménagea quelques pièces, acheta de nouveaux meubles en disant qu'il voulait rafraîchir l'espace. Grace s'y opposait. Elle voulait oublier le passé douloureux et prendre un nouveau départ. Patrick dînait avec la famille, interrogeait les enfants sur l'école, félicitait Emma pour son intelligence, complimentait Oliver pour son courage et disait à Sophie qu'elle était adorable. Les enfants l'aimaient bien et l'appelaient papa. Patrick, Grace se sentait soulagée. Peut-être avait-elle fait le bon choix, peut-être que les enfants seraient à nouveau heureux. Mais ensuite, de petits changements ont commencé à se produire. Au bout de 2 mois, Patrick a commencé à établir des règles. Emma, tu devrais étudier davantage, tu as 12 ans maintenant, tu dois prendre ton avenir au sérieux. Emma acquiesça. Oui, papa. Oliver, moins de jeux vidéo, ils te rendent une paresseux. Oliver baissa les yeux. D'accord. Sophie, tu es grande maintenant. Arrête de pleurer tout le temps. Sophie se mordit la lèvre. Je suis désolé. Grace pensait que c'était normal de discipliner les enfants, qu'ils avaient besoin de limites. David avait aussi des règles, mais quelque chose semblait différent. Le ton de Patrick n'avait aucune chaleur. Ce n'était que des ordres. Puis Patrick commença à corriger les erreurs. Oliver fit tomber un verre d'eau. C'était juste de la maladresse, rien de plus. Patrick ne cria pas, mais sa voix était glaciale. Tu es trop négligent. Ta mère travaille dur pour acheter toutes ces belles choses et tu les casses. Oliver trembla. Désolé, ce n'est pas suffisant. Tu dois apprendre. Va nettoyer. Grace observait la scène, mal à l'aise, mais elle restait silencieuse, car techniquement, Patrick n'avait pas tort. Les enfants devaient apprendre à être responsables. Un après-midi, Emma est rentrée à la maison avec 10 minutes de retard à cause du trafic. Patrick l'a accueillie à la porte sans sourire. « Pourquoi es-tu en retard? Il y avait du trafic. Tu l'as dit à ta mère? » « J'ai oublié. » « Oublié. » Patrick a froncé les sourcils. « Tu sais à quel point ta mère est occupée et tu l'as inquiétée. » Emma a baissé la tête. J'ai aulé. « La prochaine fois, préviens-la. »« D'accord, monsieur. » Patrick lui tapota la tête, non pas doucement, mais comme pour affirmer son autorité. Sophie pleurait parce qu'elle avait été victime d'intimidation à l'école. Patrick s'agenouilla, mais ne la serra pas dans ses bras. « Pourquoi pleures-tu encore? Tu es plus grande maintenant. » Mais ils se sont moqués de moi. « Je me fiche, on n'a rien à foutre. Si tu pleures, tu dois être forte. La faiblesse te rendra méprisable. Mais j'ai déjà assez peur. Va dans ta chambre. Réfléchis à comment devenir plus forte. » Sophie courut à l'étage en sanglotant. Grace voulut la suivre, mais Patrick la retint par le bras. « Tu les gâtes trop, il est temps de leur apprendre à se comporter correctement. » Grace a hésité, mais Sophie est encore petite. Plus ils sont jeunes, plus tôt ils doivent être éduqués. Où veux-tu qu'ils grandissent en étant faibles? Grace est restée silencieuse. Peut-être que Patrick avait raison, peut-être qu'elle avait été trop douce, mais Michael avait tout remarqué. Il avait vu Sophie pleurer dans le jardin, il avait vu Oliver regarder Patrick avec peur. Il avait vu Emma devenir de plus en plus silencieuse chaque jour. Il voulait avertir Grace, mais que pouvait-il dire? Ton mari est un peu strict, cela n'était pas un crime. Alors il s'est contenté d'observer et d'espérer qu'il se trompait. Au bout de 3 mois, Grace voyageait plus souvent. L'entreprise était en pleine expansion et elle devait se rendre à San Francisco, New York et même Tokyo. Patrick lui a dit « Vas-y, je m'occupe de la maison. » Grace lui était reconnaissante. « Tu es sûr? »« Bien sûr, tu t'occuperas bien des enfants. » Elle l'embrassa. « Merci. » La première nuit où Grace était partie, Patrick changea complètement. Oliver faisait ses devoirs, écrivit un mot de travers, l'effaça et réécrivit. Patrick se tenait derrière lui. « Tu l'as mal écrit, oui, mais je l'ai effacé. » Patrick arracha le papier.
Tu sais combien coûte ce papier? Combien ta mère travaille pour l'acheter? Je suis désolé. Désolé, ça ne suffit pas. Il jeta le papier par terre. Réécris-le et ne fais pas d'erreur cette fois, sinon tu l'écriras 100 fois. La main d'Oliver tremblait si fort qu'il fit une autre erreur. Patrick le fixa du regard. Encore faux. Je ne l'ai pas fait exprès. 100 fois. Tu pourras dormir quand tu auras fini, mais j'ai sommeil. Je m'en fiche, aboya Patrick. Ta mère te nourrit et t'envoie à l'école, et tu es paresseux, n'est-ce que pas? Oliver sanglotait en tremblant pendant qu'il écrivait. Emma avait fini ses devoirs et regardait la télévision. Patrick éteignit la télévision. Tu as vraiment fini? Oui. Montre-moi. Il regarda son cahier. Cette réponse est fausse, mais j'ai vérifié. Faux, c'est faux. Il jeta son cahier par terre. Va dans ta chambre. Ne descends pas avant d'avoir corrigé. Pas de dîner. Mais j'ai faim, Patrick ricana. Bien, la faim t'aide à apprendre. Vas-y. Emma courut à l'étage, les yeux rouges. Patrick verrouilla sa porte de l'extérieur. Papa Patrick, Emma frappa à la porte. S'il te plaît, ouvre. Quand tu auras fini, j'ouvrirai. Mais la réponse n'était pas fausse du tout. Emma savait que Patrick voulait seulement la punir. Sophie n'avait pas fini son dîner parce qu'elle était rassasiée. Patrick regarda son assiette. Pourquoi n'as-tu pas fini? J'ai plus faim. Il repoussa la cuillère. Ta mère cuisine pour toi et tu oses gaspiller? Je ne peux vraiment plus manger. Finis tout. Je ne peux pas. Alors reste assise ici jusqu'à ce que tu puisses. Sophie essaya d'avaler, puis eut un haut le cœur. Finalement, elle vomit. Patrick eut l'air dégoûté. C'est dégoûtant, nettoie ça et va te coucher. Pas de dessert. Sophie pleura en nettoyant le sol, ses petites mains tremblant violemment. Michael réparait une lampe dans le couloir et entendit tout. Son cœur se serra. Ce n'est pas de la discipline, c'était de la violence psychologique. Il voulait intervenir, mais s'il le faisait, Patrick le licencierait, et alors personne ne serait là pour protéger les enfants. Il décida donc de rassembler des preuves, puis d'en parler à Grace le lendemain. Grace appela de San Francisco. « Comment vont les enfants? » « Ils, » répondit Patrick d'un ton doux. « Ils se comportent bien, ne t'inquiète pas. » Après avoir raccroché, Patrick appela les enfants dans le salon. « Votre mère vient de prendre de nos nouvelles. Je vais vous demander si quelqu'un veut lui parler de la nuit dernière. » Les trois restèrent silencieux. « Non, » sourit Patrick froidement. « Tant mieux, car si l'un d'entre vous ose dire un mot, je dirai à votre mère que vous êtes des menteurs et des fauteurs de troubles, et je recommanderai de vous envoyer dans un pensionnat loin d'elle, loin de chez vous. Vous voulez ça? » Tous les trois secouèrent frénétiquement la tête. « Bien, alors, quand votre mère vous demandera ce que vous répondez. »« Je, » murmura Emma, « tout va bien. »« Et vous deux? » demanda Patrick. « Oui, » répondirent Oliver et Sophie en chœur. « Bien, allez jouer et n'oubliez pas que je vous surveille toujours. » Les menaces ne se produisaient pas une seule fois. Elles se produisaient tous les jours. Votre mère m'aime plus si vous me contrariez. Elle, je me choisirai. Votre mère est fatiguée de vous élever, ne la décevez plus. Votre vrai père est mort. Personne ne veut de vous. Seulement moi et votre mère. Ces couteaux s'enfoncèrent profondément dans les jeunes esprits. Ils commencèrent à croire qu'ils étaient un fardeau. Ils commencèrent à craindre que leur mère ne les aime pas. Ils commencèrent à penser que la vérité signifiait tout perdre. Emma, 12 ans, devint silencieuse. Plus d'histoires sur l'école, plus de sourires, seulement des études, des corvées, essayant désespérément de ne pas faire d'erreur. Oliver, 9 ans, cessa de jouer avec ses amis. Il craignait de rentrer tard à la maison, craignait la colère de Patrick. Il est devenu renfermé. La timide Sophie, s'assonnant, faisait des cauchemars toutes les nuits. Elle rêvait que Patrick l'enfermait, la laissant seule. Elle se réveillait en pleurant, mais n'osait jamais crier. Patrick le lui avait interdit. Michael regardait les trois enfants dépérir jour après jour et cela le déchirait, car il voyait en eux Lily, l'enfant qu'il n'avait pas pu sauver. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne laissa pas la tragédie se répéter. Il prit sa décision, il devait agir, il devait les sauver, quel qu'en soit le prix. Michael n'était pas du genre à agir de manière impulsive. Il avait été ingénieur. Ce qu'il savait faire le mieux, c'était observer, analyser, planifier et calculer les risques.
Il comprenait que s'il se rendait simplement chez Grace sans rien en main, Patrick nierait tout instantanément. Il prétendrait que Michael était jaloux et essayait de ruiner leur mariage. Et qui Grace croirait-elle, son nouveau mari ou un employé? Non. Il avait besoin de preuves tangibles, de quelque chose d'indéniable. La première semaine, Michael se contentait d'observer en silence et de prendre des notes. Il tenait un journal détaillé. Le 5 novembre, Patrick obligea Oliver à écrire 100 fois la même phrase et lui interdit de dormir avant 2 heures du matin. Le 7 novembre, Patrick enferma Emma dans sa chambre de 19 heures à 8 le lendemain matin, simplement parce qu'elle avait mal fait ses devoirs. Le 10 novembre, Patrick a obligé Sophie à s'agenouiller sur le sol en pierre froide pendant 1 heure parce qu'elle avait pleuré. Mais écrire ne suffisait pas, il avait besoin d'images. Michael a commencé à installer des micro-caméras. Ce n'était facile, car le manoir avait son propre système de sécurité, mais il avait été ingénieur et savait comment faire les choses proprement et discrètement. Il a acheté des micro-caméras en ligne et les a cachées dans des objets que personne ne soupçonnerait. Une dans l'horloge sur l'étagère du salon, une dans un cadre photo dans le couloir, une dans un faux vase à fleurs sur la table à manger. Patrick ne s'en est jamais aperçu. Il était trop confiant et a complètement sous-estimé Michael. Dès la première semaine d'enregistrement, les vidéos ont déjà capturé des scènes accablantes. Patrick criant directement au visage d'Oliver, juste parce que le garçon avait fait tomber un stylo, Patrick poussant Emma contre un mur pour avoir répondu, Patrick forçant Sophie à rester debout dans un coin pendant 1 heure sans bouger. Mais cela ne suffisait pas. Michael avait besoin de quelque chose que Patrick ne pouvait pas déformer. Son visage, son comportement et sa voix lorsqu'il disait ces choses cruelles. Un vendredi soir, Grace était en voyage d'affaires à Denver. Patrick est resté à la maison avec les enfants. Michael est resté intentionnellement tard, prétextant vérifier le système d'eau, alors qu'en réalité, il observait. À 20 heures, Patrick a appelé les enfants dans le salon. « J'ai vérifié vos chambres », a-t-il dit. La chambre d'Emma est en désordre. Oliver a des taches sur son sol. Les jouets de Sophie sont éparpillés partout. « Nous sommes désolés, dit Emma. Nous allons tout ranger tout de suite. »« Désolé, dit Patrick avec un sourire narquois. Vous êtes toujours désolé. Mais vous ne faites jamais rien pour arranger les choses. Nous allons essayer. »« Essayer ne suffit pas, rugit-il, les faisant tous les trois sursauter. Votre mère se tue à la tâche pour vous élever, pour cette maison, vos vêtements, vos écoles, et que lui donnez-vous en retour? De la paresse, de l'inutilité. Oliver pleura. Nous, non. Tais-toi, a rétorqué Patrick en se tournant brusquement vers lui. Tu crois que ta mère a besoin de toi? Elle a besoin de moi et de toi, vos fardeaux. Sophie a éclaté en sanglots. Je veux voir mon papa. Patrick s'est baissé pour être à la hauteur de son visage. La voix glaciale. Ton papa est mort. Il a laissé ta mère seule et tu oses pleurer. Sophie a sangloté encore plus fort. À genoux, a ordonné Patrick aux 3 enfants. Ils ont hésité. J'ai dit à genoux. Les enfants se sont agenouillés sur le sol en pierre froide, les mains jointes devant la poitrine. Vous resterez là jusqu'à ce que je vous dise le contraire. 10 minutes, toute la nuit, c'est moi qui décide. Oui, murmurèrent les 3 voix tremblantes. Patrick s'assit sur le canapé, sirota son whisky et fit défiler son téléphone, ignorant complètement les 3 enfants agenouillés devant lui. 20 minutes passèrent. Oliver gémit doucement. « J'ai mal aux genoux. »« Silence, » aboya Patrick sans lever les yeux. « Encore un mot et j'ajoute 1 heure. » Oliver se mordit la lèvre, les larmes coulant sur son visage. Derrière la porte, caché dans l'obscurité du couloir, Michael filmait, son téléphone fixé en place, avec un son clair. Image nette. Son clair, c'était ça. Une preuve indéniable. Mais en regardant les enfants trembler sur le sol, Michael se mit à pleurer lui aussi. Il vit Lily, sa fille de 8 ans, avec son sourire radieux dans ses silhouettes tremblantes. Il avait été impuissant une fois, mais pas cette fois. Après 45 minutes, Patrick se leva. « Ça suffit. Levez-vous. » Les enfants se serrèrent les uns contre les autres en se relevant, leurs genoux rouges et meurtris. « Allez dans vos chambres. Pas de collation avant de vous coucher. Vous ne la méritez pas, le mérite pas. » Ils coururent à l'étage en sanglotant. Patrick se servit un autre whisky en souriant. Michael mit fin à l'enregistrement. C'était suffisant. Il avait maintenant de la preuve.
Il ne lui restait plus qu'à attendre le retour de Grace pour lui montrer la vérité. Le lendemain matin, Patrick sortit. Les enfants étaient à l'école. Michael réparait la clôture quand Emma rentra tôt. Elle n'entra pas dans la maison, mais s'assit sur la balançoire, le regard vide, fixant l'herbe. Michael s'approcha doucement. « Dure journée, Emma. » Elle sursauta et essuya rapidement ses larmes. « Je vais bien. Oncle Michael, tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. » Emma est restée silencieuse pendant un moment, puis a demandé d'une voix tremblante. « Est-ce que tu penses que je suis un fardeau? » Michael s'est assis à côté d'elle. « Pourquoi penses-tu cela? Papa Patrick dit que nous fatiguons maman. Il dit que maman n'a besoin que de lui, pas de nous. Michael, Emma, écoute-moi. Tu n'es pas un fardeau, tu es la meilleure chose qui soit arrivée à ta mère. Alors pourquoi ne le voit-elle pas? Parce que papa Patrick cache bien son jeu. Mais moi, je le vois, je sais tout. » Emma leva les yeux rougis. « Tu sais vraiment tout? » « Oui, et je vais t'aider. Mais papa Patrick a dit que s'il l'apprenait, il nous enverra dans un pensionnat loin d'ici et que nous ne verrons plus maman. » Il a menti. Michael dit fermement. « Tu appartiens à ta mère, elle ne t'enverra jamais loin d'ici, tu comprends? » Emma se mordit la lèvre. « Mais j'ai peur. »« Je sais, mais tu dois me faire confiance. J'ai des preuves. Je montrerai à ta mère. Tout changera. Tu me le promets? » Michael lui prit la main. « Je te promets que je ne laisserai personne te faire de mal à nouveau. » Emma se jeta dans ses bras et sanglota. Michael l'enlaça comme s'il tenait Lily une fois de plus. Cette fois, la tragédie ne se répéterait pas. Cette fois, il les protégerait. Ce matin-là, Grace était dans son bureau de Los Angeles, où elle se préparait pour une réunion importante avec les partenaires de Tokyo. Tout se passait bien, le contrat était sur le point d'être signé, mais tout au long de la matinée, elle n'arrivait pas à se concentrer. Un sentiment d'agitation et de malaise s'insinua dans sa poitrine, non pas à cause du travail, mais à cause de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Le seul message d'Emma ce matin-là disait « Maman, tu me manques. » Quelques mots seulement, mais derrière eux se cachait une tristesse silencieuse qui serra le cœur de Grace. Elle rappela immédiatement Emma, mais personne ne répondit. Elle appela Oliver, mais sans succès. Elle appela chez elle. Patrick répondit. « Tu as appelé? » Sa voix était douce. « Les enfants vont bien? »« Ils vont très bien, ils étudient, ne t'inquiète pas. » « Es-tu sûr qu'Emma a envoyé un message? » Ça semblait différent. Patrick eut un petit rire. « Emma va bien, tu lui manques, c'est tout. Tu te fais des idées. » Grace voulait le croire, mais son instinct, cette intuition maternelle qu'elle avait essayé de réprimer pendant si longtemps, lui murmurait que quelque chose n'allait pas, que quelque chose n'allait vraiment pas. Ignorant les protestations de son assistant, elle annula tous ses rendez-vous et se rendit directement à Beverly Hills. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant. Elle ne savait pas de quoi elle fuyait, seulement qu'elle devait rentrer chez elle immédiatement. Les portes d'entrée du manoir Ellington s'ouvrirent. L'intérieur était étrangement silencieux, trop silencieux. Grace entra, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre. Aucun bruit ne répondait, aucun rire, aucune télévision, aucun enfant. Elle venait d'ouvrir la bouche pour appeler quand une main se posa soudainement sur sa bouche par derrière. Grace sursauta violemment, manquant de crier, mais elle entendit alors une voix grave et urgente qui tremblait. « Maman, s'il vous plaît, ne dites rien. Restez silencieuse. » Elle se retourna. C'était de Michael. Ses yeux étaient écarquillés, son visage tendu. De la sueur perlait à ses tempes. « Michael, qu'est-ce que vous faites? » murmura Grace d'une voix tremblante. « Désolé, dit-il rapidement, mais s'il sait que tu es chez toi, tes enfants seront en danger. Mes enfants, s'étouffa Grace. Où sont-ils? Michael désigna le salon. Grace jeta un œil à travers l'étroite ouverture et son cœur s'arrêta de battre. Les trois enfants étaient agenouillés sur le sol en pierre froide. Patrick se tenait devant eux, un verre de whisky à la main, sa voix résonnant dans la pièce. « Vous êtes un fardeau, les enfants. Votre mère n'a besoin que de moi. » Grace devint engourdie. Elle se tourna vers Michael, les lèvres tremblantes. « Depuis combien de temps? Depuis le 2e mois après son emménagement? » Michael répondit d'une voix tendue. « Un an, presque 1 an. Ses enfants avaient vécu en enfer et elle n'en savait rien.
Grace voulait se précipiter à l'intérieur pour crier, tout détruire, mais Michael lui saisit fermement l'épaule. Pas encore, murmura-t-il. Il te faut des preuves. S'il sait que tu as découvert la vérité avant d'avoir des preuves solides, il va déformer l'histoire. Tu as des preuves? Michael acquiesça et lui tendit son téléphone. J'ai tout enregistré cette semaine. Grace regarda l'écran, clip après clip. Patrick criait, bousculait Oliver, forçait Sophie à s'agenouiller, proférait des paroles venimeuses. Ses larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir. Tu as raison, murmura-t-elle. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Grace se dirigea droit vers le salon, Michael sur ses talons. Patrick se retourna, surpris. Grace, tu rentrais tôt à la maison. Les enfants regardèrent leur mère, la peur dans les yeux mêlée à une lueur d'espoir. Levez-vous, dit Grace d'une voix basse et froide. Les enfants, levez-vous. Patrick eut un rire forcé. Qu'est-ce que tu fais? Je leur apprends juste la discipline, Bodenon. La discipline, Grace s'approcha. Ou la maltraitance? Qu'est-ce que tu... Je sais tout, Patrick. Elle regarda Michael. Montre-moi. Le visage de Patrick pâlit. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il travaille ici et il a tout vu. Michael passa la vidéo, retentit. Vous êtes un fardeau, les enfants. Votre mère n'a besoin que de moi. Puis les images de Patrick poussant Oliver et forçant Sophie à s'agenouiller. Patrick déglutit péniblement, mais tenta de se ressaisir. C'est faux! C'est monté! Arrête de mentir! Cria Grace, les larmes coulant sur ses joues. Je vois ton visage, j'entends ta voix. Patrick se tourna vers Michael en grognant. Tu as osé m'enregistrer dans ma maison. Grace intervint. Et toi, Patrick Ellis, tu es sur le point d'en être expulsé. Patrick changea de tactique et adoucit sa voix. Grace, tu es manipulée. Il veut détruire notre mariage. Ne mêle pas Michael à ça. Grace le désigna du doigt. Tu l'as détruit toi-même. Patrick se tourna vers les enfants, l'air mielleux et cajoleur. Emma, dis à ta mère si papa t'a déjà maltraité. Emma trembla, regarda Patrick puis sa mère, et après un long silence pesant, sa voix se brisa. Je te déteste, tu nous as fait nous agenouiller. Tu as dit que papa ne nous aimait pas. Tu as dit que maman allait nous quitter. J'ai peur de toi. Oliver et Sophie se mirent à pleurer en hochant frénétiquement la tête. Patrick recula d'un pas, le visage livide. Grace redressa la voix ferme. Tu as 24 heures pour quitter cette maison. Fais tes valises et pars. Je ne peux pas. Je suis ton mari. Ce mariage est terminé. Mon avocat t'enverra les papiers. Patrick serra les mâchoires et lança un regard noir à Michael. Tu crois avoir gagné? Tu n'es qu'un réparateur bon marché. Michael répondit calmement. J'ai pas besoin de gagner ou de perdre, j'ai juste besoin que les enfants soient en sécurité. Patrick se tourna vers Grace, la voix pleine de venin. Tu vas le regretter, Grace. Personne ne veut d'une femme qui traîne 3 enfants. Grace le regarda dans les yeux sans ciller. Je préfère être seul plutôt que de vivre avec un monstre. La porte claqua et à ce moment-là, après près d'1 an de peur étouffante, le manoir Ellington sembla expirer pour la première fois. Grace se sentit vraiment libre cette nuit-là. Grace laissa pas les enfants dormir seuls. Tous les 4 s'allongèrent ensemble sur le grand lit de sa chambre, le lit dans lequel, depuis la mort de David, elle avait toujours dormi, avec un côté froid et vide. Emma sanglotait dans les bras de sa mère. « Je suis désolée, maman. J'aurais dû te le dire plus tôt. » « Non, dit Grace en la serrant plus fort. C'est moi qui devrais m'excuser. Je pars là. Je t'ai laissé t'endurer ça toute seule. À partir de maintenant, je te promets que je serai toujours là. » Oliver demanda doucement. « Est-ce que oncle Patrick reviendra? » « Non, mon chéri, jamais. » Sophie jeta ses bras autour du cou de sa mère. « Je t'aime, maman. »« Je t'aime aussi. Je vous aime tous les 3 très fort. » Ils dormirent pour la première fois depuis des mois sans cauchemar, car ils savaient qu'ils étaient en sécurité, qu'ils étaient ensemble. Le lendemain matin, Grace trouva Michael dans la remise à outils. « Michael, il se tourna vers moi, je veux te remercier. Sans toi, je n'ose imaginer ce qui se serait passé. » Sa voix se brisa. Michael secoua la tête. « J'ai seulement fait ce qu'il fallait. » « Non. » Grace s'approcha. « Tu as fait plus que ça. Tu as protégé mes enfants quand j'étais aveugle. » Elle fit une pause et le regarda dans les yeux. « Pourquoi as-tu fait ça? »
Michael resta silencieux pendant un long moment, puis dit, parce que j'ai perdu un enfant et je ne peux pas laisser cela arriver à un autre enfant. Vous avez un enfant, dit-elle. Il acquiesça, les yeux brillants. Lily, 8 ans, elle est morte avec ma femme dans un accident d'avion. Grace posa une main sur son épaule, le cœur brisé. Michael, je ne savais pas que je... Ce n'est pas grave, dit-il en essuyant ses larmes. Mais quand je regarde Emma, Oliver et Sophie, je vois ma petite fille. Je n'ai pas pu sauver Lily, mais je peux les sauver, elle. Grace se mit à pleurer. 2 personnes, 2 hommes blessés, se tenaient silencieusement dans l'air frais du matin, partageant une douleur qui n'avait pas besoin de mots. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu, dit Grace d'une voix tremblante, et je n'oublierai jamais ce que tu fais. Michael hocha légèrement de la tête. Elle mérite d'être heureuse, tout comme toi. La première semaine après le départ de Patrick fut tout sauf facile. Emma sursautait encore au bruit de pas lourds, craignant qu'il ne revienne. Chaque nuit, elle vérifiait plusieurs fois le verrou de la porte, même si Grace lui avait dit que personne ne la fermerait à clé à nouveau. Oliver avait toujours peur de faire des erreurs. S'il faisait tomber un verre, il restait figé, tremblant, attendant d'être grondé, mais Grace se contentait de le serrer dans ses bras. « Tout va bien, mon chéri, ce n'est qu'un verre. » Sophie faisait encore des cauchemars. Elle se réveillait en sursaut la nuit en sanglotant. « Maman, j'ai peur. » Et à chaque fois, Grace était là pour la serrer dans ses bras et lui fredonner doucement jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Grace réduisit sa charge de travail de moitié et délégua à son adjoint. Elle refusa toutes les réunions inutiles. Désormais, la famille était la priorité. Chaque matin, ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, sans se presser, sans téléphone, juste à écouter les petits rêves et les petits projets de la journée. L'après-midi, Grace allait elle-même les chercher à la sortie de l'école. La première fois qu'elle se présenta, Emma sursauta. « Tu viens de me chercher, maman? »« Oui, à partir de maintenant, si je n'ai pas de travail urgent, c'est moi qui viendrai te chercher. » Emma a souri, son premier vrai sourire depuis des mois. « J'adore ça, maman. » Le soir, la famille se réunissait autour de la table. Plus de dîners copieux, juste des rires, des conversations et des échanges. Oliver parlait de son match, Sophie montrait son nouveau dessin, Emma lisait un paragraphe qu'elle avait écrit et Grace écoutait vraiment, regardant chaque enfant dans les yeux et leur demandait plus d'attention. « Tu es heureuse, maman? » demanda Sophie en levant les yeux. Grace sourit, les yeux remplis de larmes. « Je suis très heureuse parce que je vous ai. » Michael continuait à travailler au manoir, mais désormais, il n'était plus seulement le responsable de l'entretien, il faisait partie de la famille. Il apprit à Oliver à réparer son vélo. Tu vois, tourne le boulon comme ça, doucement, ne te précipite pas. Te précipite pas. Oliver suivait ses instructions, la langue pendante, concentré. Quand ça a marché, il a crié « J'ai réussi! Tante Michael, bravo! » Michael lui a tapoté l'épaule. « Tu as réussi tout seul. » Le sourire confiant est revenu sur le visage du garçon. Il a aidé Emma avec son projet de science. « Tu veux faire quoi? »« Sur les avions, mais je passe en sais beaucoup. » Michael sourit. « J'étais ingénieur en aérospatial. Tu veux que je t'aide? » Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Vraiment? On va construire un modèle réduit d'avion ensemble pendant une semaine. » Ils mesurèrent, coupèrent, collèrent et discutèrent d'aérodynamique, de forme des ailes, de portance. « Tu en sais tellement, » s'émerveilla Emma. « Je partage simplement ce que je sais, » répondit Michael. « Et tu es intelligente, tu vas faire des choses incroyables. » Emma l'a serré dans ses bras. « Merci, tu es comme un deuxième papa. » Michael l'a serré dans ses bras à son tour, les yeux piquants pour la première fois depuis la perte de Lily. Il se sentait à nouveau comme un père avec Sophie. Il lui racontait des histoires avant de dormir, pas les contes de fées habituels, mais des histoires qu'il inventait lui-même à propos d'une fille courageuse nommée Sophie qui combattait des dragons appelés Peur et trouvait la lumière. Puis Sophie a compris, a dit Michael d'une voix chaude et grave, qu'elle n'avait plus à avoir peur du noir, car elle avait une famille qui l'aimait, elle avait sa mère, son frère et sa sœur, et de bons amis. Là où il y a de l'amour, il y a toujours de la lumière. Sophie écouta attentivement. « Suis-je la courageuse, Sophie? »« Oui, tu es la Sophie la plus courageuse que j'ai jamais connue. Je t'aime, mon oncle. Je t'aime aussi. » 6 mois après le départ de Patrick,
La vie avait repris son cours, les enfants étaient en bonne santé et joyeux, le manoir Ellington, autrefois froid, résonnait désormais de rire. Grace comprit quelque chose. Michael était toujours là, se levant tôt pour s'occuper du jardin, passant ses après-midi à jouer avec les enfants, réparant de petites choses le soir, cherchant vraiment des excuses pour rester à proximité. Et puis elle comprit qu'elle n'était pas seulement reconnaissante, elle était émue. Un soir, après avoir couché les enfants, Grace est sortie dans le jardin. Michael était assis sur un banc, contemplant le ciel étoilé. « Tu ne rentres pas encore à la maison? » a demandé Grace doucement. « Je regarde les étoiles. Ça fait longtemps. Pourquoi pas avant? Parce qu'après la mort de Catherine et Lily, je n'osais pas lever les yeux. Ça me rappelait les avions, l'accident. Et maintenant, c'est différent. Je me souviens non seulement de leur mort, mais aussi de la vie merveilleuse que nous avons eue. » Grace resta silencieuse un instant, puis dit « Merci, Michael. » « Pourquoi? » »« Pour tout. Pour avoir sauvé mes enfants, pour être resté, pour m'avoir aidé à me retrouver. » Le clair de lune inondait le jardin et leurs yeux, ils voyaient quelque chose de très calme. Pas une tempête, pas une passion ardente, mais le lien profond entre deux cœurs autrefois brisés, maintenant réunis. Grace, Michael dit doucement, « Je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment, mais je pense que j'ai des sentiments pour toi, le cœur de Grace. » Le cœur de Grace se serra. « Tu as des sentiments pour moi? » Il acquiesça. « Depuis longtemps, mais je n'osais pas le dire, car je ne suis qu'un employé et tu es Grace Hollander. » Grace sourit, les yeux embués. « Je ne suis plus Grace Hollander. Je suis juste Grace, une mère célibataire, une femme qui a commis des erreurs et qui essaie de recommencer sa vie. Et je suis juste Michael, dit-il en souriant tristement, un homme qui a perdu sa femme et son enfant et qui pensait ne plus jamais aimer. Jamais plus aimer. C'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que je te rencontre, murmura Grace. Ils s'assirent ensemble, main dans la main, sous les étoiles, sans précipitation, sans étiquette, laissant simplement l'espoir grandir. La semaine suivante, Grace invita Michael à dîner, non pas avec son personnel, mais avec sa famille. Il était timide au début, mais les enfants l'accueillirent comme si cela avait toujours été ainsi. « Oncle Michael, assieds-toi à côté de moi, » dit Sophie en tirant une chaise. « Oncle, j'ai eu une note parfaite en maths aujourd'hui, » dit Oliver, rayonnant. « Génial, » applaudit Michael. « Je suis fier de toi, » dit-il. Emma observait en silence. Elle le comprenait plus et plus vite que les adultes ne le réalisaient. Après le dîner, alors que Michael s'apprêtait à partir, Emma l'appela. « Oncle Michael, qu'est-ce qu'il y a? »« J'aime ta mère, » dit-il. « Je suis fier de toi, » dit Emma. « Est-ce fier de toi? » Emma observait dans silence. Elle le comprenait plus et plus vite que les adultes ne le réalisaient. Après le dîner, alors que Michael s'apprêtait à partir, Emma l'appela. « Oncle Michael, qu'y a-t-il? Emma, tu aimes ma mère, n'est-ce pas? » Michael se figea, puis décida de ne pas esquiver la question. « Oui, j'aime ta mère. » Emma resta silencieuse un instant, puis sourit. « J'aime ça, vraiment, parce que tu es gentil. Tu n'es pas comme Patrick, tu te soucies vraiment de nous. » Michael s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Je vous aime comme mes propres enfants. Je ne vous ferai jamais de mal. » Emma le serra dans ses bras. « Je sais que je veux que tu restes avec nous et maman. » Ce soir-là, Grace s'assit avec les trois enfants. « Je voudrais vous demander quelque chose. Que pensez-vous de oncle Michael? » Sophie s'exclama. « Je l'aime bien. Il me raconte des histoires avant de dormir. » Oliver acquiesça. « Il m'a appris à réparer mon vélo. Il est génial. » Emma regarda sa mère. « Tu l'aimes aussi, n'est-ce pas? » Grace sourit. « Oui, je l'aime aussi. » « Alors c'est parfait. » Emma poussa un soupir de soulagement. « Nous l'aimons aussi et nous voulons juste que tu sois heureux. » Grace serra les trois enfants dans ses bras. « Génial. » Emma regarda sa mère. « Tu l'aimes bien aussi, n'est-ce pas? » Grace sourit. « Oui, je l'aime bien. »« Alors c'est génial, » soupira Emma, « parce que nous l'aimons bien aussi et nous voulons juste que tu sois heureuse. » Grace serra les trois enfants dans ses bras, les larmes coulant de bonheur. « Tu es le plus beau cadeau de ma vie. » Michael et Grace ne se précipitèrent. Ils comprenaient tous les deux que cette relation avait besoin de temps pour guérir et reconstruire la confiance. Ils commencèrent à se fréquenter sérieusement, faisant des promenades le soir le long du rivage de Malibu, prenant leur café tôt le matin dans le jardin bruissant,
discutant longuement du passé, de la douleur et des espoirs à venir. Je pensais que je n'aimerais plus jamais personne, dit Michael un soir alors qu'ils étaient assis sur le sable à regarder les vagues déferler. Moi aussi, répondit Grace. Après David, je pensais que mon cœur était mort. Il mourut. Michael lui a serré la main. Il attendait juste la bonne personne. Grace a souri et t'es-tu la bonne personne? Je ne peux pas prétendre l'être, a-t-il répondu honnêtement. Mais je sais que je ferai tout mon possible pour t'aimer, pour aimer les enfants, pour ne jamais te décevoir. C'est suffisant. Grace a posé sa tête sur son épaule. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste sincère. Ils sont restés assis là, à écouter la mer, à profiter de la paix qu'ils avaient tant cherchée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme milliardaire et d'un homme d'entretien, c'est un rappel. Ne restez pas silencieux quand vous voyez quelque chose qui ne va pas. Écoutez vos enfants. Parfois, le silence d'un enfant est le cri d'aide le plus fort. Pardonnez-vous, tout le monde fait des erreurs. La force, c'est savoir se relever, et il n'est jamais trop tard pour aimer à nouveau. Même quand le cœur a été brisé, il peut encore guérir. Si vous vivez dans la douleur, n'abandonnez pas. Le bonheur arrive parfois là où on l'attend le moins. Si vous voyez un enfant souffrir, soyez courageux comme Michael, car votre silence peut prolonger sa souffrance. Si vous êtes parent, soyez vraiment présent, car l'amour est le plus beau des cadeaux. Grace et Michael se sont retrouvés au milieu des ruines et ont construit un nouveau foyer. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Ne perdez jamais d'espoir. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, partagez-la avec ceux que vous aimez et souvenez-vous que l'amour triomphe toujours des ténèbres.